Donc bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur cette session. J'espère que vous êtes bien installés après manger. Merci de venir à ce talk où on va parler de DevLake, de Dora, ça va être formidable. Petit disclaimer pour commencer, faut bien prendre en compte que tous les propos qu'on va dire dans ce talk, ce sont nos propos. Peut-être que vous ne partagez pas la même vision et c'est important de le préciser. On va parler de DevOps, tout ça, donc ça peut faire débattre. Alors déjà, pour commencer, qui sommes-nous? Donc lui, c'est Kevin, moi, c'est Morgane. Outre le fait qu'on a tous les deux des lunettes, une barbe, un pull bleu, on travaille tous les deux chez Whiskel en tant que Cloud Native développeur. Et on a un autre point commun qui est important pour la suite, c'est qu'on travaille ou avons travaillé pour la BPI France. Alors, petit sujet épineux pour commencer, qu'est-ce que le DevOps? Le DevOps, c'est un mouvement qui a été initié dans les années 2007-2008, donc un peu comme une extension de l'agilité, dans le sens où l'agilité ne suffisait plus à répondre aux besoins des devs et des ops. Et quels étaient les besoins finalement de ces deux personas? Les devs, eux, ils aiment bien avoir beaucoup de changements, ils aiment bien tester des nouvelles fonctionnalités, et ce qui apporte beaucoup de changements, et ce que les ops n'aiment pas. Les ops, eux, ils aiment bien avoir de la stabilité sur la plateforme. On ne veut pas avoir la nouvelle version qui arrive en prod tous les 4 matins. Il faut changer des choses, il faut changer potentiellement la base de données, la version, etc. Donc ça apporte beaucoup de changements et potentiellement beaucoup d'anomalies. Donc le DevOps, au final, c'est ça. C'est un mouvement qui va essayer de réunir ces deux personas, le dev et les ops, pour répondre à deux besoins. Ça va être d'augmenter son time to market, comment je vais livrer plus rapidement. Et le second besoin, ça va être justement d'apporter cette stabilité qu'on a besoin sur la plateforme. Et on va travailler main dans la main pour que ça marche. Et le point que j'ajouterais, c'est que non, le DevOps n'est pas un métier. Et ça, c'est nous qui le disons. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Un ingénieur DevOps, ce n'est pas quelqu'un qui fait du Terraform et de l'Ansible. Ce n'est pas notre vision. Ça va être quelqu'un qui va apporter justement cette philosophie DevOps dans son entreprise, dans son équipe, et propager tout ça. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup d'annonces, ingénieur DevOps, automatisation, etc. Même si l'automatisation fait partie du DevOps. Et donc ça, on peut le voir avec les piliers CALMS. Pardon. Alors, donc culture, automatisation, lean, measurement et sharing, et non pas solidarité comme j'ai pu le lire. Même si la solidarité, ça peut en faire partie. Alors avec Kevin, on a décidé de regrouper les piliers. Donc, dans un premier temps, le culture et sharing. La culture, pourquoi? On va essayer d'impliquer un même objectif dans l'équipe et même dans l'entreprise. C'est important que toutes les personnes qui vont toucher de près ou de loin à la fabrication du logiciel, soient impliquées et partagent le même objectif. Donc, quand je dis tout le monde, ça va comprendre le management et tout le monde. Vraiment, voilà, potentiellement le chef d'entreprise aussi. Et comment on va faire ça? On va communiquer. Je parlais d'extension de l'agilité. Avec les rituels agiles, tels les daily, les rétros, etc., on va communiquer. Et il y a une certaine transparence. C'est le but aussi des daily, des rétros, c'est qu'on soit transparent dans ce qui se passe dans la vie de l'équipe pour qu'on soit plus productif au niveau de notre logiciel. Le deuxième pilier que je vais aborder, le sharing, on veut apprendre, on veut continuer à apprendre, parce que si on n'apprend plus, on va être malheureux. Ça, c'est mon point de vue aussi. On veut apprendre et on veut faire apprendre. Potentiellement, on a toujours un peu ces demandes de dev et de l'ops, mais potentiellement, moi j'ai un historique de dev, mais tout ce qui se passe côté ops, ça m'intéresse beaucoup. Moi aussi, je veux faire du Terraform, parce que je veux être un peu autonome et je veux comprendre ce qui se passe, je veux comprendre les problématiques de chaque équipe. Et comment on fait ça aussi? Donc on va faire apprendre, on va faire des labs entre collègues, etc. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place pour pouvoir faire apprendre et apprendre. Autre point important, faites le feedback. On rejoint le pilier de la culture à travers les rituels agiles. Faites du feedback. Dites à votre collègue, là je ne comprends pas, ça ne marche pas, voilà, attendez pas. On a cette boucle de feedback qui doit être très rapide. Et le dernier point qu'on a souhaité mettre en valeur, c'est faire de la doc. C'est pas compliqué. Ça doit faire partie de votre DOD, Definition of Done. Il faut faire de la doc. Pourquoi? Juste un exemple. Par exemple, vous avez un nouvel arrivant qui arrive dans votre équipe.
S'il n'y a pas de doc, il va être perdu. Et vous allez perdre beaucoup de temps à lui expliquer pourquoi c'est ça, etc. Voilà, faites de la doc, faites des ADR, faites plein de choses. La lecture, ça fait pas de mal. Donc là, vous m'entendez. Euh, Finalement, on a groupé les deux premiers piliers en ayant un gros volet sur les personnes. Finalement, dans le DevOps, certes, on va parler d'automatisation, mais on va aussi beaucoup parler de personnes et de faire en sorte que les gens soient bien les uns avec les autres. Pardon. Sur les piliers qu'on a regroupés après, on a voulu grouper l'automatisation et l'amélioration continue. Donc deux gros piliers du DevOps, avec le premier qui va consister à finalement éliminer un peu toutes les tâches manuelles et récurrentes. Donc ça va passer par de l'intégration continue, donc ça c'est des choses qu'on connaît bien maintenant. On va avoir toute la partie CI, builder votre software et aller même jusqu'au déploiement continu, donc être capable finalement de déployer rapidement en production et automatiquement. On va retrouver toutes les étapes aussi d'infrastructure as code dans cette partie d'automatisation. Et c'est là où il y a finalement ce débat entre DevOps, c'est un métier ou c'est une philosophie. Pour moi, si vous embauchez quelqu'un qui fait que automatiser les choses et qui ne partage pas, et que finalement dans votre équipe vous avez qu'un DevOps qui est capable de faire du Terraform et que tous les autres ne sont pas capables de reprendre ce qui a été fait, en fait on manque la philosophie et on vient oublier finalement tous les autres piliers du DevOps et surtout l'aspect culture et partage qui sont hyper importants. Pour tout ce qui va être amélioration continue, là je vais reprendre les propos de Morgan où il disait finalement c'est un peu une extension de l'agilité. Moi je suis assez d'accord avec ça. Finalement l'amélioration continue, on va chercher à supprimer les irritants qu'il y a et on va chercher encore une fois à utiliser les autres piliers du DevOps avec le partage pour pouvoir analyser ce qui s'est passé, faire des post-mortem, faire des ADR, et finalement identifier tout ce qu'il y a dans notre process de delivery qui sont améliorables et justement arriver à mettre en place cette culture, c'est la partie pour moi la plus importante du DevOps. Et on a fait un dernier groupe d'un pilier tout seul, où pour le coup on va être sur la mesure. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on va avoir bien sûr toute la partie observabilité applicative, vos logs, vos métriques, vos traces. Alors là, on va retrouver tout ce qu'il va y avoir sur les métriques CPU, etc. Toutes les métriques techniques, mais on va aussi retrouver toutes les métriques fonctionnelles. Si je prends un exemple d'une application bancaire, on va avoir votre nombre de transactions, le nombre de transactions qui est fait sur une banque, sur une autre banque, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché. Toutes ces choses qu'il faut réfléchir, partager et bien cadrer. Et sur toute cette partie mesure, on peut aussi avoir finalement un état des lieux de votre process de delivery. On va avoir tout ce qui va être attrait à l'intégration continue, où là on va pouvoir mesurer finalement votre temps de build, qui est hyper important. On va pouvoir avoir aussi tout ce qui va être vos pourcentages d'échecs sur vos builds. Pourquoi votre application, quand elle build, il y a 50% du temps où ça plante. Ça, c'est intéressant à se creuser. Et puis, on va pouvoir aussi aller un peu plus loin, mesurer votre délai de mise en prod, mesurer le temps que vous mettez à réparer un incident en prod, ou même mesurer le temps que vous mettez à détecter un incident en prod. Et pour finir sur cette partie pilier, un point que je voulais mettre dans cette présentation, c'est de souvenir que tout n'est pas comparable. Si vous mesurez le délai de mise en production d'une équipe, est-ce que vous pouvez comparer ce délai-là au délai d'une autre équipe? Moi, je pense que la plupart du temps, c'est non. Parce qu'ils n'ont pas le même contexte, ils n'ont pas le même stack, ils n'ont potentiellement pas les mêmes compétences. Et vouloir forcément mettre deux équipes comme ça un peu en compétition, ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Bon, maintenant qu'on a parlé mesures... On va vous parler de Dora. J'ai oublié de préciser dans nos présentations qu'on a des enfants en bas âge, d'où le petit truc à côté. Ouais, désolé pour l'image. Ou pas. Dora, c'est quoi? C'est le DevOps Research and Assessment. Donc, c'est un framework qui a été créé par Google il y a à peu près une dizaine d'années
Et Google, ils se sont demandé comment on va pouvoir mesurer et améliorer les performances du développement logiciel. Et pourquoi dans certaines entreprises ça marche et d'autres pas. Donc, voici vraiment les deux questions fondamentales qui se sont posées. Donc comment ils font leurs études? Ils vont interviewer beaucoup de personnes, donc à peu près 36 000 personnes, dans des contextes différents. Ils ne vont pas interviewer uniquement les ingénieurs de la Silicon Valley. Ça se passe partout dans le monde. Donc dans ces interviews, ils vont leur demander leur méthodo, comment ils travaillent, quelles sont les techniques qu'ils utilisent, et ensuite, est-ce qu'ils voient des réussites? Les réussites, c'est quoi? Est-ce que justement, on va retrouver nos deux objectifs du DevOps, à savoir les indicateurs de delivery et de reliability. Donc là, tout ce qui est plutôt stabilité de la plateforme. Pardon. Et ensuite, ils vont aller un petit peu plus loin en se disant, d'ailleurs, est-ce que, en fonction de ces indicateurs, j'arrive à avoir certains bénéfices sur mon entreprise, à la fois sur la performance commerciale ou non, d'ailleurs, et un point aussi très important, qui nous est cher aussi en tant que développeur ou salarié, c'est le bien-être de la personne, du bien-être en entreprise. Est-ce que justement, il n'y a pas des techniques qui permettent d'améliorer tout ça? Donc le modèle du DORA, il est assez simple. On a un ensemble de capabilities qu'on va pouvoir mettre en place, donc un ensemble de leviers découpés en 3 catégories. Ça va être comment on va faire apprendre, comment on va délivrer plus rapidement et comment on va avoir du feedback plus rapide. Et là, on revient un peu sur nos piliers calms. Tout ça, on va pouvoir en tirer justement les fameuses 4 KPI DORA. Donc ça va être plutôt pour la partie delivery. Et les indicateurs de reliability, donc là, tout ce qui est plutôt SLO. Et ce que je vous disais, c'est est-ce que ça va agir sur le bien-être des gens et sur les performances organisationnelles. Donc ça, c'est le modèle simple du DORA. On vous a mis, c'est sur dora.dev/research. Donc vous pourrez aller voir. Et ça, c'est le modèle détaillé. Donc là, ils ont listé quelques capabilities qu'on peut mettre en place, justement, comment faire pour apprendre plus rapidement. Je vous parlais de documentation, c'est listé. Comment je vais livrer plus rapidement. Donc là, je vais faire la CD, je vais faire la CI. Donc voilà. Il faut savoir que vous allez agir sur plusieurs leviers à la fois. Donc potentiellement, je vais mettre en place une CI/CD. Ça va avoir des impacts sur plusieurs indicateurs. Donc c'est ça qui va être assez intéressant. Ça va être de choisir ses combats aussi. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que là, je vois que ma plateforme elle est assez stable. Je vais plutôt travailler sur les indicateurs de delivery. Et comment j'y parviens? Je vais aller piocher sur un ensemble de capabilities que me préconise. Après, vous avez potentiellement vos leviers à vous aussi. Ce n'est pas une liste exhaustive. Vous avez le droit d'avoir vos leviers. Et derrière, qu'est-ce que ça en tire? Donc, je vous parlais de performance organisationnelle, la partie commerciale. Est-ce que je fais du business? Est-ce que j'ai beaucoup de clients? Est-ce que je suis rentable? Des choses comme ça. Mais aussi sur la partie non commerciale. Et là, c'est aussi intéressant, c'est de savoir, est-ce que mon client il est content? Est-ce que, suite au levier que j'ai mis en place, indirectement, est-ce que ça fait plaisir à mon client? Bon, c'est un peu dit grossièrement, mais ça peut être un bon indicateur. Et petit aparté, sur le State of DevOps, donc Google sort tous les ans un State of DevOps, justement en fonction des recherches qu'ils font. Et là, sur cette année, ce qui est ressorti, c'est aussi de se focaliser sur le client. Qu'est-ce que veut le client? Et c'est pas juste les commerciaux ou voilà, les personnes qui sont sur le front d'aller voir les clients, c'est vraiment aussi tout le monde. C'est ceux qui vont produire le logiciel, de bien comprendre le besoin du client. Et là, on réinvente rien, c'est la clé aussi du succès. Il y a également la partie bien-être. Est-ce que je suis satisfait au travail? Et là, on peut reprendre un peu ce que je disais au début, c'est est-ce que je vais continuer à apprendre? Est-ce que je fais apprendre? Ça fait partie de la satisfaction. Et donc maintenant, je vais vous présenter les 4 KPI DORA. Donc peut-être que parmi vous, certains les connaissent. Donc le premier KPI, c'est le deployment frequency. Ça va être la fréquence de déploiement en production, si on livre en production. Mais on peut aussi se dire que ça va être la fréquence du nombre de releases qu'on fait. Si on fournit un logiciel, on ne le livre pas forcément en production, mais on met à disposition un livrable. Donc ça peut être également ça, le deployment frequency. Donc pour chaque KPI, il y a un ranking qui est fait de low à elite. Et pour chaque KPI, les chiffres peuvent évoluer. Tous les ans, c'est ce que je disais, tous les ans, il y a une nouvelle recherche qui est faite.
Et donc, les chiffres évoluent. Par exemple, en 2021, vous étiez médium si vous livrez une fois tous les 6 mois. Maintenant, c'est une fois par mois. Donc, en fait, on estime qu'entre 2021 et 2023, on a sûrement des nouveaux outils à notre disposition qui permettent de livrer plus rapidement. Le deuxième, le lead time for change. Donc, celui-ci et le déploiement de frequency, on va être plutôt sur des indicateurs de delivery. Est-ce que j'arrive à livrer rapidement? Le lead time for change, ça va être le temps entre la création de son commit et son arrivée en production. Et là encore, on peut voir que les chiffres changent. En 2021, on était sur 1 heure, donc ce qui est quand même assez rapide. Et en 2023, on est plutôt sur 1 jour. Et donc là, on pense que c'est plutôt un aspect de test qui a été pris en compte. Alors pourquoi justement ce délai augmente? Potentiellement, on va plus tester. On va prendre le temps de vérifier si on n'a pas des failles de sécu avant de mettre en production. Donc tout ça, ça prend un peu plus de temps. Et donc les chiffres diminuent. Le troisième, le change failure rate, on va plutôt être sur un indicateur de stabilité. Et donc là, contrairement au précédent, on va baisser. Pour Elite, on passe à 5% en 2023. Et là encore, on pense qu'on a plus testé notre applicatif. Et donc, on a moins de bugs. Alors attention, ça peut être aussi corrélé au nombre de déploiements que vous faites. Si vous faites beaucoup de déploiements, forcément, ce taux change. Sauf si vous apportez des anomalies à chaque déploiement. Et le dernier, qui s'appelle maintenant le Fail Deployment Recovery Time, donc anciennement Mean Time to Recovery. Donc là, pour le coup, entre 2021 et 2023, les chiffres n'ont pas changé. Ce qui a changé, ça va être la méthode de calcul. En 2021, on prenait le temps de résolution d'un ticket, et en 2023, on prend le temps entre le dernier déploiement et la résolution. Donc ils ont changé ça. La variante entre les deux, c'est qu'on n'avait pas cette notion de déploiement qu'on retrouve sur tous les indicateurs. Donc vous l'aurez bien compris, si vous livrez rapidement et beaucoup de fois, vous allez faire augmenter les KPI, enfin vous allez faire augmenter tous les KPI. Une chose à rappeler quand on parle d'indicateur, la loi de Goodhart, c'est lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Comme disait Kevin tout à l'heure, comparer ce qui est comparable. Peut-être que votre équipe voisine, elle sera en élite en déploiement de frequency et vous en low. C'est pas grave. Ce qu'il faut regarder, c'est la tendance dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous allez plutôt passer de low à medium ou alors de élite à high? Donc faites attention à la tendance et surveillez cette tendance pour pouvoir vous améliorer. Et si ça diminue, essayez de comprendre pourquoi justement cette tendance diminue. Mais en aucun cas, ça doit être un objectif de passer une équipe en élite ou autre. Et donc pourquoi on vous raconte tout ça? Comme on disait tout à l'heure, on a passé 1 an chez BPI France. Et BPI France, c'est une banque publique d'investissement qui a fait une grosse transformation DevOps sur les dernières années. Alors, ils ont fait une transformation DevOps, ils ont fait aussi une transformation agile, ils sont passés en méthodologie safe. Et du coup, ils ont profité pour prendre dans leur ADN la maxime « You build it, you run it ». Donc pour faire ça, on parle quand même d'une DSI de 200 équipes, donc ça fait un peu de gens. Ils ont choisi de se baser sur les métriques DORA, finalement, pour suivre les équipes. Sans pour autant mettre des objectifs très durs sur les équipes. Vous devez être élite, c'est obligatoire. Ils ont juste choisi de suivre en regardant un petit peu les tendances des équipes. Et donc, pour faire ça, il fallait les monitorer. On fait suite à un talk qui a été fait à la Devox France cette année par notre tech lead et notre PO, qui explique en détail la transformation qui s'est opérée. Nous, on se focalise plus sur la partie DORA. Et juste pour la suite, donc pourquoi on vous raconte ça? C'est parce que quand on a fait cette transformation DevOps, on n'avait pas encore d'outils open source pour pouvoir le faire. Donc ce qui a été fait, c'est un framework maison. Ils ont réussi à attraper tous les changements de la BPI France et à les analyser. Et pour les incidents, bon là c'est relativement plus classique, finalement on avait une GDI, on avait une liste d'incidents, donc on avait aussi un référentiel d'incidents. Donc au final maintenant on s'est retrouvé avec un référentiel de déploiement en production, en staging, un peu dans tous les environnements, et un référentiel d'incidents. Donc c'était relativement simple de faire les calculs pour avoir les métriques DORA.
Chose qui a été faite en plus, et qui est plutôt malin, c'est que avec tous ces changements, en fait, on est capable de générer des release notes automatiques et finalement d'aider les équipes dans leur déploiement, dans tout ce qui va être traçabilité et audit. C'est-à-dire que nous, on a tous les changements, on les attrape, on fait des release notes. S'il y a un auditeur qui arrive, on lui donne tout ça. On a fait une interface pour qu'il puisse venir consulter tous les déploiements qui ont été faits en France. Et donc avec Morgane, on a travaillé donc, pendant un peu plus d'1 an sur de l'accompagnement des équipes. Et on venait finalement sélectionner, avec des grands guillemets, en fait, on venait essayer de challenger, voir s'il y avait des équipes qui étaient intéressées pour travailler sur l'optimisation de ces KPI. Et on venait les accompagner et les aider dans tout ce qui va être mis en place, intégration continue ou bonne pratique de dev, code review, etc. Tout ça pour dire que forcément, on fait du DevOps, donc on fait un petit peu d'amélioration continue et on fait un peu de veille. Et on a trouvé un super projet qui s'appelle Apache Devlec, qui a été créé en 2021 et qui permet finalement de vous donner plein de métriques sur votre process de dev. Donc on est chez Apache, donc chez Apache Incubator, donc ils sont relativement jeunes. Version stable 1.0.1, je crois qu'elle est sortie il y a quelques mois, donc c'est assez récent d'avoir la version 1.0 en tout cas. Bien sûr, ça supporte les métriques d'Aura, mais pas que. Ça va être vraiment une analyse globale de toutes vos métriques de dev et vous allez pouvoir trouver dans ce projet vraiment beaucoup d'informations pour analyser un peu soit la performance de delivery, voire même la performance des équipes potentiellement. Avant de passer à la démo, je fais juste un petit focus sur l'architecture qui est assez particulière parce qu'on a un front-end d'admin, un back-end et une base de données. C'est hyper innovant. Pardon. Non, la partie particulière, c'est que oui, on a un front-end qui va permettre de configurer Devlec. On va avoir toute la partie back-end qui est écrite en Go. Et en fait, la structure de Devlec fait que ça se base sur une quantité assez impressionnante de plugins qui sont soit écrits en Go, soit écrits en Python, et qui sont relativement simples à mettre en œuvre pour pouvoir intégrer d'autres sources de données. Donc là, si on regarde un peu les sources de données, on va retrouver des dépôts de sources comme GitHub, GitLab, on va retrouver des systèmes de gestion de tickets, on va retrouver de la calimétrie. Et en roadmap, ce qu'on peut noter, c'est qu'ils ont prévu d'intégrer aussi un peu plus de calimétrie avec les rapports de test, que ce soit les rapports de test JUnit si vous faites du Java, ou même des choses comme Cucumber qui vont être mises, qui sont en roadmap en tout cas sur Devlec. En roadmap, ils ont prévu aussi de passer sur Postgre. Pour l'instant, le Data Lake finalement qui est créé, c'est une grosse base de données MySQL sur laquelle on va pouvoir faire des requêtes. Et pour faire ces requêtes, on est sur quelque chose d'assez connu, c'est-à-dire qu'on va avoir un Grafana qui va venir se connecter directement à la base de données et avoir dans les dashboards tout plein de requêtes. Alors c'est cool parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Par contre, si vous mettez à jour Devlec, vous devez aussi mettre à jour vos dashboards parce que toutes les requêtes finalement sont faites directement dans les dashboards. Alors c'est bien packagé, hein, pour le coup, on peut automatiser la mise à jour des dashboards en même temps que la mise à jour de l'API. Et un truc cool. Juste Oui. pour préciser, les dashboards dont on a besoin sont fournis par l'outil, par Devlake. On n'a pas besoin de refaire tous les dashboards Grafana. Eux, ils proposent un ensemble de dashboards. Oui, c'est une bonne ça remarque. évite pas mal de travail. De toute façon, je vous le montre dans la démo après. Et le truc cool avec Devlec, c'est que c'est extensible. Parce que là, bon, pour le coup, on a plein de sources de données, mais avec votre SI, je suppose que si je vous mets juste ces sources de données-là, vous n'allez peut-être pas pouvoir récupérer vos déploiements. Enfin, a priori, moi, je ne pouvais pas chez BPI France les récupérer. Par contre, ils ont un plugin qui s'appelle le Webhook, qui porte bien son nom. Pour le coup, ça vous expose une API REST. Vous pouvez vous pouvez injecter directement dans Devlec des incidents ou des déploiements. Et à partir de ces deux métriques, vous allez pouvoir avoir tous les indicateurs d'Aura que vous voulez. Et puis, si jamais vous voulez créer votre propre plugin, un petit coup de Go ou un petit coup de Python en fonction de ce que vous préférez, et c'est OK. Si on zoome un petit peu à l'intérieur du modèle,
Donc on a plusieurs couches de données. Comment ça se passe? On va collecter auprès des différents outils, hein. Là on en a listé quelques-uns, mais il y en a une quantité. Vous pouvez aller voir sur la page, pardon, de DevLake. Donc on va récupérer les éléments. Souvent c'est du JSON. Donc ça c'est le premier layer, le raw layer. Ensuite on va commencer à structurer ça dans une base de données. Donc on va les injecter dans la base de données. Tout ça pour finir dans le dernier layer. Donc celui qui nous importe, c'est vraiment le domain layer. C'est celui qui va contenir les données réparties en différents domaines qu'on verra par la suite. Et si vous faites justement un plugin maison, vous allez injecter directement les données dans le domain layer. Pas besoin de repasser par le raw layer, etc. Hein, vous pouvez injecter directement les données. Non, c'est le plugin Webhook qui injecte directement dans la partie layer. Si vous faites un plugin, vous allez devoir passer par toutes les étapes, pour le coup. Et donc les différents domaines métiers qu'on a, les voici. Donc il y a voilà, gestion du code, revue de code, calimétrie, gestion du ticket, CI/CD, le multi-domaine pour pas dire autre chose. Et donc ces différents domaines, on va s'en servir pour en tirer les différents indicateurs qu'on a besoin. Donc c'est à partir de ces domaines qu'on va calculer nos fameuses KPI Dora. Et c'est aussi à partir de ces domaines qu'on va pouvoir récupérer plein de métriques différentes liées à notre activité de développeur. Bon, allez, on a beaucoup parlé, je vous montre l'outil maintenant. Hop là. Alors, je vous passe la partie installation. On va juste parler de l'outil et vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je suis en local pour éviter les problèmes, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Donc comment ça se passe? On arrive sur l'interface d'administration, on va retrouver un petit menu et on va pouvoir configurer des connexions. Donc ça va être toute la partie plugin que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va pouvoir configurer pas mal de choses. Pour la démo, j'ai choisi de préconfigurer un GitLab, un Jira et un Sonar. Ça nous permettra d'avoir pas mal d'infos à montrer sur les dashboards. Comment ça se passe? On va avoir finalement votre GitLab, vous le configurez, vous avez un token d'accès, c'est OK. Si vous regardez dedans, dans cette connexion GitLab, vous allez être capable de voir vos projets en fait, et vos projets vont être analysés. Donc en gros, il va y avoir un batch qui va tourner, et tous vos projets vont être scrappés une fois par jour, plusieurs fois par jour, en fonction de ce que vous voulez faire. Si je regarde à l'intérieur, c'est bien, j'ai dit à DevLake d'aller analyser mon projet, mais je ne lui ai pas dit quoi regarder. Parce que si on se rappelle des domaines que Morgan vient de vous montrer, finalement, soit je vais pouvoir aller récupérer du code, soit de la calimétrie, soit des déploiements, etc. Ça se passe dans ce qu'on appelle un scope config. Donc chaque plugin va être capable finalement de dire moi je suis capable d'aller récupérer des infos de source code, des infos d'issue tracking, etc. Et donc on va pouvoir configurer qu'est-ce qu'on veut récupérer. Pour l'exemple, ce projet-là que je vous montre est basé donc sur GitLab et utilise les environnements dans GitLab. Donc quand je fais un déploiement en production, je dis à GitLab, j'ai fait un déploiement sur mon environnement de production. Ce qui fait que dans la configuration, je peux lui dire, si l'environnement ressemble à production, et qu'il s'appelle production, c'est qu'a priori c'est la production. Et donc il va être capable d'analyser tous les commits, de regarder la partie GitLab CI qui tourne avec, et de me dire, ah ok, là en fait j'ai eu un déploiement en production sur ce commit. Ça marche avec le nom de l'environnement, ça peut aussi marcher avec le nom des builds. On peut mettre à peu près la même chose sur le nom des builds. Hop. Si je retourne sur connexion, on va pouvoir regarder donc la partie Jira. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté il n'y a pas très longtemps. J'ai créé un compte sur Jira Cloud et j'ai créé des tickets en disant que j'ai fait des bugs. Et du coup, je voulais regarder comment ça s'intégrait. Pour le coup, on va avoir la même chose. Non, là, c'est les credentials. On va avoir la même chose, c'est basé sur le plugin Scrum de Jira. Et donc, en fait, il va être capable d'analyser vos tickets. Et là, je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas Internet, mais si je configure ça, donc c'est là où ça va... Ah yes, ça marche quand même. Donc là, on va pouvoir lui dire, finalement, il y a 4 types de tickets dans DevLake. J'ai des requirements, on va dire des features. Je vais avoir des bugs, des incidents pour la partie Dora et la méthode de calcul qu'on utilise sur Jira pour le temps de traitement des tickets. Et donc on va être capable finalement, donc il va faire un appel à votre Jira, il va récupérer les types de tickets que vous avez dans votre projet
Et vous allez pouvoir les mapper sur ces différents niveaux dans Devlec. Donc moi, j'ai choisi de créer un ticket qui s'appelle incident pour les incidents de production, et j'ai un type de ticket bug qui veut être pour tout ce qui m'est remonté par mes testeurs préférés. Et pour faire le lien avec votre code source, en fait, il va tout simplement aller analyser votre Jira. Si vous avez un lien dans Jira qui référence votre dépôt de code, il va le prendre, il va le scraper, et il va automatiser justement les liens dans sa base de données automatiquement. SonarCube, on a la même chose, on a une connexion, on peut récupérer les rapports. Là, pas de configuration particulière. Sur Sonar, on va être sur la dernière version du rapport. On n'aura pas d'historique, enfin en tout cas actuellement, on n'a pas d'historique sur la partie calimétrie, mais on a quand même tous les indicateurs. Et un gros truc cool avec Devlec, c'est que si vous avez 120 projets avec 120 rapports Sonar, vous avez une vision un peu globale de vos projets, chose que Sonar ne fait pas tout seul. Et le dernier truc, dernière connexion qui est intéressante, c'est la partie webhook. Donc là, je peux créer un webhook que j'appelle avec un super nom. Et automatiquement, donc là, je vais avoir un accès à un endpoint qui m'a été créé automatiquement avec un, avec un token d'accès. Et donc là, je vais être capable, finalement, soit en suivant la doc, soit en regardant un petit peu le payload qui m'est proposé, de déclarer mes incidents, de les fermer potentiellement, ou de déclarer un déploiement. Donc là, c'est bien, on a configuré plein de sources de données. Par contre, on ne lui a pas dit d'aller les scraper. Le dernier concept qu'on peut voir sur Devlec, c'est la partie projet. On va être capable de dire, j'ai un projet, et ensuite on va venir lui assigner des connexions. Donc là, typiquement, j'ai un projet, il a des connexions dans GitLab, il a des connexions dans Jira, et il a des connexions sur Sonar. Et donc ce projet-là va pouvoir se faire analyser quotidiennement. Donc si j'en crée un autre que j'appelle API, je vais être capable ensuite d'aller configurer ce projet et de lui rajouter certaines connexions. Donc là, si je prends mon GitLab, il va ensuite me proposer tous les projets GitLab que j'ai mis. Et je vais pouvoir même avoir une vue soit sur un seul projet, soit sur tous mes projets en fonction de ce que j'ai envie de regarder. Si je fais ça, c'est super. Hop, je rajoute la partie Sonar. Et donc là, je ne peux pas collecter parce que je n'ai pas Internet, mais si je clique sur Collect, il va aller analyser tout ce que je lui ai demandé. D'ailleurs, il va être in progress pendant un bout de temps. Le principe ensuite, c'est qu'on peut configurer la période sur laquelle on veut scraper et automatiquement, ça va marcher. Hop. Bien sûr, tout ce qui est fait en UI et en clic-clic, ça s'automatise. Typiquement, chez BPI, nous, vu qu'on a un référentiel d'incident et un référentiel de changelog, en fait, tout est automatisé. On récupère un nouveau changement en production. En fait, je sais quel est le dépôt Git, donc je viens automatiquement configurer tout ça pour avoir une vue globale. Et si on passe sur les dashboards, en fait, tout simplement, on a un petit dashboard Grafana et on va pouvoir aller regarder nos différentes métriques. Donc le côté cool, c'est qu'on est sur Grafana, donc on est sur une interface qu'on connaît relativement bien. On est capable aussi de regarder les métriques avec une période de temps donnée. Donc on peut regarder ce qui s'est passé il y a 6 mois, on peut regarder ce qui s'est passé maintenant. Et on va avoir les différentes versions des rapports Dora qui sont mises. Donc par exemple, là je me suis pris au jeu, donc j'ai essayé d'être dans Elite à chaque fois parce que je trouvais ça rigolo. Mais par contre, je me suis aussi pris au jeu et si je me mets en mode 2023, je suis mauvais sur le temps de récupération après un incident. Bon, en vrai, j'ai créé un incident. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un incident sur un déploiement qu'il y a eu il y a longtemps et je l'ai fermé avant-hier. Ce qui fait que là où en 2021, on prenait que le temps de fermeture d'un incident, donc là, pour le coup, ça a duré 2 minutes, je l'ai créé, je l'ai fermé. Si je me mets en mode 2023, il y a aussi le temps de détection de l'incident. Et donc là, je suis mauvais parce que j'ai mis 3 mois à détecter que j'ai eu un incident. Donc finalement, passer en mode 2023 des métriques Dora, un peu plus violent parce que ça vous impose de travailler vraiment sur votre partie observabilité et détection d'incidents et pas attendre que ce soit votre client qui vous remonte un incident. On peut ensuite aller zoomer à l'intérieur, typiquement, donc là j'ai deux déploiements, je peux aller zoomer dans tous mes déploiements et avoir un peu l'historique de tous les déploiements que j'ai fait avec les URL des merge requests
ou de ce que vous aurez paramétré sur votre webhook. On peut ensuite aller analyser un petit peu tous les déploiements. On va retrouver, en plus des métriques DORA, tout ce qui va être analyse de votre code source. Donc ça, tout ça, c'est les dashboards qui sont fournis par défaut. Vous pouvez en créer des nouveaux, parce que vous avez accès à la base de données et au modèle, donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Mais donc du coup, vous allez retrouver tout ce qui va être analyse de vos pipelines. Tout à l'heure, je parlais du nombre de pipelines en échec. En fait, on va le retrouver ici, un petit peu plus bas. On va retrouver aussi le taux d'acceptation des MR, etc. Donc on va pouvoir avoir vraiment beaucoup d'informations sur la santé de vos projets et potentiellement déceler des problèmes ou pas, mais des choses à aller regarder. Donc on a la même chose sur Jira. Donc là j'ai créé 4 tickets, donc je les retrouve bien. J'ai un ticket qui est en... et donc du coup je vois bien mes parties de bugs qui sont remontées. Et sur la partie sonar, c'est ce que je vous montrais. Finalement, on a une vue agrégée. Là, je prends tous les projets, j'en ai que 2, mais j'ai une vision agrégée du coverage sur mes projets et des defects qui sont remontés par sonar sur tous mes projets. Donc ça, il y a un côté cool, si vous avez un sonar centralisé, vous pouvez juste, en filtrant ici, ou en refaisant le dashboard, avoir une vue un peu globale sur une équipe. Est-ce qu'elle a beaucoup de bugs ou de potentiels bugs ou de hotspots à venir corriger. Donc l'analyse est plutôt intéressante sur ces parties-là. Et je vais m'arrêter là sur la présentation des dashboards, mais tous ces dashboards-là viennent par défaut avec Devlake. Donc vous avez pas mal de démos ou de tests qui sont faits. Vous retrouvez tous les dashboards DORA, potentiellement des choses sur l'analyse, des analyses un peu des cycles, etc., qui sont assez intéressants aussi à aller regarder. Et bien sûr, vous avez Jenkins. Hop. Ouais. Pour conclure avec cette partie Dora Devlake, il existe un autre framework pour mesurer la productivité dans le monde du logiciel, c'est le framework SPACE. SPACE pour satisfaction et bien-être, performance, activité, communication et efficacité Flow. Je ne vais pas m'attarder sur ce framework que honnêtement je ne maîtrise pas. C'est juste pour vous dire que déjà il comporte les 4 KPI Dora, on les retrouve ici en gras. Et ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est qu'on pourrait se servir de Devlake pour afficher ces indicateurs. Par exemple, on a le code review timing. Donc ça, c'est des choses qu'on va être capable de récupérer en scrapant GitLab, Bitbucket, etc. On pourrait aussi imaginer faire des webhooks maison pour pouvoir récupérer tout ce qu'on ne peut pas récupérer automatiquement. Je pense notamment à la satisfaction des développeurs, etc. Parce qu'il faut savoir quand même, le framework Space, il y a quand même beaucoup d'indicateurs qu'on ne peut pas récupérer automatiquement. On est obligé de questionner les gens. Mais on pourrait imaginer de collecter ces données et de les envoyer à Devlake. Comme Kevin vous l'a présenté, il y a un certain nombre de dashboards. C'est quand même assez intéressant de voir rapidement le nombre de temps qu'on met pour relire une merge request ou le fait qu'elle soit mergée assez rapidement ou non. Sachant que cette partie merge request, typiquement, c'est quelque chose qu'on a, en tout cas dans notre équipe. Potentiellement, il y a des merge requests qui mettent du temps à être mergés. Et c'est un vrai sujet parce que ça nous ralentit, ça ralentit pas mal de gens. Et avoir finalement des métriques et une vue graphique de ça, ça peut aider à vous faire prendre conscience que finalement, sur les merge requests, il y a un process aussi à mettre en œuvre et qu'avoir une merge request qui traîne pendant 2 semaines, c'est pas OK. On va mettre des chiffres potentiellement sur un mal-être. Pourquoi on met autant de temps à relire une merge request? On parlait de la satisfaction, le bien-être des développeurs, ça en fait partie. Donc, pour conclure, maintenant qu'on a plein d'indicateurs, qu'on a un bel outil pour voir si c'est vert, si c'est rouge, orange, on va commencer à jouer. Quand on a ce type d'outil, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est passer potentiellement le level supérieur. Tout à l'heure, je vous parlais de tendance, passer de low à medium, medium à high et high à elite. Ça peut être un objectif de jeu. Vous pouvez voir ça comme différents niveaux. Et ce qui va être important aussi, ça va être de maintenir ce niveau. Je reviens sur ma notion de tendance. Si vous baissez d'un niveau, faites attention. Essayez de, encore une fois, comprendre pourquoi. Et faites-vous aider.
pour passer au niveau supérieur. Dora met un ensemble de capabilities à disposition, de techniques, ou il y en a plein d'autres. Voilà, vous pouvez vous aider pour finir le niveau et passer au niveau supérieur. Et donc, sans DevLake, comment ça se passe? Mais en fait, il existe quand même pas mal d'outils qui permettent de mesurer les KPI Dora. Donc, c'est vrai que si vous êtes, si vous êtes très GitLab, si vous avez tout sur GitLab, bah, GitLab permet justement d'afficher ces KPI. Il y a Jira, Datadog, Port.io pour le platform engineering et également Backstage qui permet de le faire. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre DevLake, même si c'est cool, c'est open source aussi. Et un petit takeaway pour terminer. Donc le DevOps s'écrit en 5 lettres. Pourquoi Calms, pensez à ces piliers toujours dans votre tête. Ne pensez pas qu'automatisation. Pensez aussi toute la partie culture, sharing. On se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'humains dans le DevOps. Ce n'est pas que de la technique, ce n'est pas, encore une fois, que du Terraform. Et comment vous pouvez mesurer tout ça avec Dora? Donc, je vous disais, il existe d'autres frameworks, mais avec Dora, vous pouvez justement mesurer tout ça et vous améliorer, continuer à vous améliorer. Et comment vous allez vous améliorer avec DevLake? DevLake va vous afficher justement si vous arrivez à vous améliorer. Petit aparté justement sur le State of DevOps 2023, enfin de l'étude 2023 qui est sortie en 2024, ils ont sorti 3 tendances qui vont permettre de faire évoluer justement les KPI, dans quel sens on va aller. Le premier, c'est le platform engineering. Donc le platform engineering, peut-être, comment dire, on ne va pas dire que ça va remplacer le DevOps, parce que le DevOps peut faire partie du platform engineering. Pour autant, on va remettre quand même des silos. Une chose que dans le DevOps, on essaye de bannir, on casse les silos, on travaille tous main dans la main. Mais pour autant, le platform engineering, on va parler d'équipe plateforme, d'équipe infra qui va provisionner des infras pour que derrière l'équipe dev va venir consommer des services du platform engineering. Mais pour autant, ça va aussi influencer sur les indicateurs de delivery de performance. Et on essaye de revenir aux objectifs du DevOps. On livre plus rapidement de manière stable. Le deuxième point, ça va être le développeur expérience. Et là, on revient au bien-être. Si tout le monde est content, ça marche. On produit plus et ça se passe bien, on a moins de turnover, moins de burn-out, etc. Et le troisième, forcément, on va parler d'intelligence artificielle. Le mot à la mode du moment dans notre domaine. Mais pour autant, l'intelligence artificielle, donc là, sur l'étude 2023, ils ont montré que ça n'avait pas d'impact sur la productivité de nos logiciels. Pardon. Alors certes, il y a une forte adoption de l'IA, mais pour autant, on ne fait pas confiance aux résultats de l'IA. Ils disaient que seulement 24% de ceux qui utilisent l'IA font confiance aux résultats qu'ils proposent. Et donc, en fait, on passe plus de temps à vérifier le résultat, à essayer de comprendre ce qu'il a fait, est-ce que c'est vrai ce qu'il me raconte l'IA, qu'à l'utiliser. Donc ça, c'est pour l'étude 2023. On se doute que dans les années à venir, ça va changer. On aura une forte adoption encore de l'IA et on va potentiellement lui faire plus confiance. Donc, merci pour votre écoute. On reste disponible si vous avez des questions. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un petit feedback, s'il vous plaît. Merci à vous. A priori, on a un peu de temps pour les questions, si vous en avez. Non, pas toi. Merci. Je laisse un peu de temps pour que d'autres personnes trouvent une question. Moi, j'en avais une concernant ce que fournit DevLake. Il fournit des dashboards, c'est bien. Comme il va requêter une base MySQL en direct, on ne peut pas utiliser l'alerting classique. Donc, on va utiliser de l'alerting sur la partie Grafana uniquement ou autre. Vous avez des pistes là-dessus? Je sais que c'est une question un peu hors sujet, mais comme ça m'intéresse. Ouais, tu veux
Qu'est-ce que tu recherches comme alerting? Tu veux être alerté Alors, si ça alors, descend? je suis en phase avec ce que vous avez dit sur le fait de pas viser un KPI spécifique et venir taper sur l'équipe. Par contre, ça peut être intéressant d'avoir les métriques sur les PR, MR qui sont ouvertes depuis un certain temps. Ou alors, là n'est pas le sujet, on devrait avoir un autre dashboard, un autre alerting qui surveille notre GitLab et nos projets. Pour le coup, tu es dans Grafana. Donc, si tu as la stack d'alerting qui va avec, tu vas pouvoir les configurer. Donc, tu peux faire ce que tu veux après derrière. Oui, oui. Non, mais je demande si Mais ça mais il n'y a venait rien avec de. Non, DevLake ou ça vient non. pas avec. Pour le coup, ils fournissent la base de données, des exemples de dashboard, et après, charge à toi de changer ça. Ok, merci.